Hello, good afternoon to everyone, and welcome to the webinar that is part of the Civil Society Facility for the Mediterranean. I'm Christina Prunarova from the European Commission, from the Directorate General for Neighborhood and Enlargement Negotiations. I'm working in the regional unit and responsible for the civil society regional projects and for the regional structure dialogue of the civil society with the European Union. This webinar is part of this structured dialogue, which aims at exchange of information between the European Union and the civil society on the issues of common interest. As part of this dialogue, we have also other topics such as the economic cooperation or the good governance and human rights and democracy, or environmental and climate issues. But today we are going to focus on the so-called EU Migration Pact, a new pact that was approved this year, and we have received a lot of requests from the civil society to obtain more information about this. So I'm going to pass the floor to the moderator and to the speakers, and I hope you're going to have an interesting conversation, and I hope you will join us for the future webinars as well. So let me give the floor to Dries Eliazani, who will be the moderator for today. Thank you. Merci Christina. Bonjour à tous et permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cet échange organisé, comme vient de le rappeler Christina, par la Facilité de la société civile pour la Méditerranée. Autour de notre discussion aujourd'hui portera sur le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Je m'appelle Driss Eliazami, je suis ancien président et membre du conseil d'administration de la Fondation de soutien aux défenseurs des droits de l'homme, Fondation Euromed de soutien aux défenseurs des droits de l'homme, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par des défenseurs des droits de l'homme de la région. Nous finançons essentiellement les associations et les personnes qui défendent les droits de l'homme dans leur universalité dans la région, y compris beaucoup d'associations de migrants qui se sont multipliées ces dernières années, notamment au sud de la Méditerranée. Je leur souhaite particulièrement la bienvenue. Le nouveau pacte pour la migration et l'asile a été adopté, comme vous le savez, le 10 avril 2024 sur proposition de la Commission européenne. Il a été publié au journal officiel. Il trace en fait les grandes lignes d'une nouvelle politique, une véritable inflexion de la politique de l'Union européenne de notre point de vue. Le processus d'élaboration et l'adoption de ce pacte ont suscité de nombreuses discussions et des critiques, notamment de la part de la société civile. Nous allons essayer de voir aujourd'hui quels sont les contenus de ce pacte, quelles sont les étapes de sa mise en œuvre, et enfin, quelles sont les conséquences sur la région, et en vous permettant aussi, vous, acteurs de la société civile, d'en discuter. Permettez-moi simplement, avant de donner la parole aux trois intervenants et avant d'engager la discussion, de rappeler quelques idées forces qui, de notre point de vue, semblent structurer la question migratoire dans la région Euromed. La première d'évidence, c'est l'augmentation des flux migratoires dans la région, qui sont une augmentation relative, mais néanmoins une augmentation qui reflète la persistance et la multiplication des crises géopolitiques et des conflits souvent sanglants dans la région. Mais cette augmentation des flux migratoires reflète aussi des transformations, comme par exemple le niveau de plus en plus élevé des jeunes générations en termes de diplôme et de formation, et l'aspiration des jeunes générations de la région à la mobilité. Parce que la mobilité est devenue un élément structurant du marché global du travail. Deuxième idée que je tiens à rappeler, c'est le lien qu'il y a, et qui est souvent oublié, me semble-t-il, entre histoire et migration actuelle, entre histoire coloniale et migration actuelle. Il n'y a pas de flux migratoires spontanés qui sont générés du jour au lendemain. Les flux migratoires d'aujourd'hui reflètent une histoire sur le long terme et qui ne peut pas être effacée d'un trait de plume. Troisième idée qu'il ne faut jamais oublier, les États-Unis, enfin l'espace américain et nord-américain et l'Europe restent les principales zones d'attraction des flux migratoires, mais les migrations sud-sud
se développent de manière importante. Elles sont aussi parfois très anciennes, comme par exemple en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, 4 migrants africains sur 5 vont d'un pays africain à un autre pays africain. Donc l'Europe est bien évidemment concernée au premier chef, mais en même temps, il ne faut jamais oublier cette dimension des flux migratoires sud-sud. Il y a enfin d'évidence l'émergence de nouvelles modalités, de nouvelles formes de migration dont il faut que nous tenions compte, comme par exemple la féminisation des flux migratoires. Aujourd'hui, pratiquement un migrant sur deux est une migrante qui parfois émigre seule et ne vient pas simplement dans le cadre du regroupement familial comme avant. Donc voilà un peu quelques idées que je voulais rappeler très rapidement avant de donner la parole à nos intervenants. Et avec, disons, donc 3 objectifs durant notre discussion. 1, quel est le contenu de ce pacte? 2, quelles sont les prochaines étapes de sa mise en œuvre? Et enfin, quelles sont les principales critiques ou propositions de réforme portées par la société civile? Donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre premier intervenant, Ineke Krostos, en m'excusant si j'écorche les noms des intervenants, qui est responsable des relations internationales à la Direction générale de la migration et des affaires intérieures, Home, ce qu'on appelle la DG Home, de la Commission européenne. Ineke, à toi. Bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez. Je vais continuer en anglais parce que j'ai une présentation que j'ai préparée qui est en anglais. Je n'ai pas réussi jusqu'à ici de mettre mon caméra, malheureusement. Apparemment, il y a quelque chose qui bloque, mais j'espère que vous allez voir la présentation. Donc, j'essaie de partager mon écran maintenant. Pour le moment, on va voir. Est-ce que vous voyez? Yes. And I just want to remind everybody that there is interpretation available in English, Arabic, and French at the bottom of the screen. Yes. So I'm very sorry that you cannot see me, but if you can hear me, that's already very good, and you will see the presentation. So as I was introduced, I'm Annika Csontos, working in the International Affairs Department of DG Home. And I will try to make a short presentation about a very complex set of legislative proposals and also other measures. And as it was requested to also speak about implementation and especially how civil society can support this process. So very briefly, and I also included here a link because there is a lot of material available already on the pact on our website. I will try to go on the link in a minute, but just briefly, very briefly, to recall a little bit the overall situation, the picture, let's say, in the EU. So as you all know, I'm sure, the migration and asylum policy of the European Union has become a matter of great sensitivity and a source of quite some political divisions and controversies over the past years. So it was indeed a very, let's say, painful process, a difficult process to find a common understanding and compromise among a large variety of stakeholders during the last 8 years of tense negotiations that led to agreement on the pact, which is again a series of legislative proposals. And as it was mentioned by the moderator, indeed now all the legislative files have been published in the official journal as well, so they are visible, readable for everyone. So very briefly, as we try to present the pact, we speak now about 4, let's say, pillars. Securing the external borders better,
providing for faster and more efficient procedures, both asylum and return procedures. Great novelty of the pact is a new effective system of solidarity and responsibility among the member states. And of course, and this is then the non-legislative part of the pact as presented in 2020, promoting, improving cooperation of the EU and its member states with international partners, partner countries, but also international organizations and other types of organizations. This has been continuous. I will speak about it also briefly at the end, because today I thought that it would be more important to focus on what is in the legislative proposals. So starting with the first pillar, what happens at the external borders. One important aspect is the screening. There is a new also legislative file on the screening, which is called the Screening Regulation, which sets up uniform rules for the EU to make sure that people who are entering the EU's territory in an irregular manner undergo identity, security, health, and vulnerability checks, and then are channeled towards the appropriate procedure as fast as possible, be it regular asylum procedure, border procedure, which is a sort of accelerated asylum procedure, or return procedure. I will come to the border procedure in a minute. So the new screening regulation provides for fast identification of the correct procedure applicable when a person arrives at the EU's borders, but the screening also applies to people inside the Schengen area who did not have checks at the external borders. When I mean Schengen area, this regulation also applies to EU member states apart from Ireland, and also to Schengen associated countries, Norway, Liechtenstein, Switzerland, and Iceland. So person arrive at the border, and the idea is to determine as fast as possible what procedure would be appropriate. And also the member states authorities will have to carry out mandatory preliminary health and vulnerability checks, and of course identity and security checks on all persons who arrive at the borders, as I said, in an irregular manner. This will have to be done in a limited time, so 7 days are available for the screening at the external border, and there is a shorter time limit when the screening happens internally. This is 3 days. The screening, of course, one key objective is to reinforce the security, which is a major concern to EU citizens, and with the idea that people who arrive are screened to make sure that they do not pose a security threat. But as I said, these checks include also health and vulnerability checks to be able to also determine whether the person who arrives at the border has some specific vulnerability and is in need of some specific help to see if the person is not a victim of torture or trafficking in human being or has medical conditions, because then what happens, of course, later, these aspects play an important role. It is very important to state that this screening process, there is the obligation for all the member states to set up a new independent monitoring mechanism to ensure that member states respect fundamental rights in this process, and also to make sure that the process is transparent and there is an appropriate accountability. This is also true for the border procedures that I will come to in the next slide. Already, I would like to point out that member states may involve civil society organizations and international organizations in Pardon, this. on voit pas les diapos. Sorry?
On ne voit pas les diapos défiler. No, I will, just to finish on the screening. So in this independent fundamental right monitoring mechanism, member states may involve NGOs and international organizations. Another new feature in the pact legislation, and there is a specific regulation on this, as you can see on the screen. We have an IT system called Eurodac that has already underpinned and helped member states dealing with the processing of asylum requests. This is the Eurodac system. And there is an upgrading in the pact of the Eurodac system, which will... Sorry? I'm sorry, Annika, but we still see the first screen of your presentation. We don't see the slides moving. Oh. Annika, when you share the wrong window, I believe. So either you share the full screen or please select the right window after you click on full screen, please. So you can stop sharing and then re-sharing again, and it will work. Okay, can then colleagues share it instead of me? I don't know what the problem is. Mudasim, I send you the... Could you share it? I sent you the presentation just a second. Yeah. Some time ago. But now we see the... Yeah. And for those who joined a bit later, I would like to remind you that the interpretation is available at the bottom of the screen. You have a symbol with interpretation, under which you can find English, Arabic, and French. So you just need to click on one of the languages. It's under the sign of a globe. You still don't see my presentation, right? We see your presentation now, yes. But if you could put it on full screen, yes. So you see my Eurodac slide now or not? Still not? Yes, but... We see also the notes. We see if also you your click notes. on display settings, correct, perhaps you can... It's maybe related to the fact that I have two screens and somehow... Nico, if you put it on full screen and then go back to Zoom, you can select the screen you are actually sharing the slides. Or what you just did is correct, but the only thing that you need to click is on the top left. I can't hear you very well. Okay, I can't hear you very well. That's the problem. So I can share it if you want to. So can you please share it then, because I can't hear you very well. And please go to the Eurodac slide. Yes. So, as I was starting to explain, the Eurodac system database will turn into a fully fledged asylum and migration database. And from now on, it will be possible to count not only applications, but also applicants. The type of data that will be registered will expand, not only fingerprints, but also facial image, identity data, copies of identity and travel documents. And the system will also, from now on, include data from children as of 6 years, allowing authorities to identify children in case they get separated from their families, and also to help protect those vulnerable persons from human trafficking and exploitation. An unaccompanied minor must be assigned a representative, or where a representative has not been designated, a person trained to safeguard the best interest of the minor and general well-being throughout the time when biometric data are taken.
If the minor is accompanied by an adult family member, they must accompany the minors when taking the biometric data. The official responsible for taking the biometric data of a minor should also receive training so that sufficient care is taken and to guarantee that the process is child-friendly. So the member states will be obliged to register asylum applicants, people who had crossed the EU's external border illegally, people who are disembarked following a search and rescue operation, as well as those persons who are found illegally staying in the territory of a member state in Eurodac, and also people who register for an admission procedure under the resettlement regulation, to which I will come later. Also people who are resettled under a national scheme. This will help facilitate the identification of individuals and also give authorities more information, allowing for speedier asylum procedure, but of course also better detection of secondary movements inside the EU. So when asylum seekers move from their first member state of registry to another one. Now I come to the border procedure, which is also an important change under the pact. The border procedure is something that is not new in itself. It's a type of accelerated asylum procedure, which already existed in previous legislation, but with the pact, it will become mandatory for certain persons. And so all member states will have to apply the border procedure. What are these cases? The border procedure will be mandatory for asylum applicants who are unlikely to be in need of international protection. And the legislation provides for a 20% recognition rate as a limit. So those people who arrive from origin countries for which the recognition rate is lower than 20%, then hence they will have a little chance to be recognized as refugees or people with international protection needs. Then second case is when the person is misleading the authorities or present a security risk. So for these people, there will be an accelerated asylum procedure, which will then be followed by a return procedure. The border procedure will apply for a limited duration. It can only last 12 weeks, so 3 months. And this period may be extended to 16 weeks if the applicant is relocated to another member state. This time gives sufficient time to properly assess cases that in principle are not supposed to be complex, ensuring that those persons with no legal right to stay can be returned in a faster and dignified manner. However, the border procedure should not be applied or should cease to apply where the authority considers during the examination of the claim that the case is too complex or is likely to be well-funded. And also, if there is no decision within those 12 or 16 weeks, applicants will be referred to the regular asylum procedure or allowed entry to the territory of the member states. There are, of course, procedural guarantees that apply during the border procedure. First, an adequate reception capacity must be guaranteed. So the reform will have to ensure that there is no overcrowding. The European Asylum Agency and the Commission will pay special attention to conditions in the border procedure. And if needed, the Commission can request the Asylum Agency to carry out an ad hoc monitoring under the new monitoring mechanism of the agency. If the reception conditions for minors and their family members are not adequate, the border procedure for families with minors will need to be suspended based on a recommendation by the Commission. Free legal counseling is available during the administrative stage of the procedure, free legal assistance and representation during the appeal part. And more attention will be dedicated to vulnerable individuals with special needs. Detention can be applied in the border procedure, but there is no provision allowing member states to impose automatic detention to applicants, and detention can only be applied in accordance with all the safeguards provided for in the Reception Condition Directive,
and of course only as a measure of last resort when less coercive measures are not possible, and they are always subject to judicial scrutiny. Now I come to the specific situation of crisis or instrumentalization. The pact creates, in addition to creating a fully fledged new asylum and migration management system, it creates specific provisions for solutions of crisis and instrumentalization. These rules are included in the new crisis regulations, which provides quick protocols for this kind of situations, to be supplemented with operational assistance and funding if needed. So the regulation defines a situation of crisis as an exceptional situation of mass arrivals of third country nationals or stateless persons in a member state by land, air, or sea, including those disembarked following search and rescue operations. The main criterion is that the situation renders the member state's asylum, reception, or return system non-functional to the point that there may be serious consequences for the functioning of the common European asylum system as a whole. A situation of instrumentalization is defined as a situation where a third country or hostile non-state actor encourages or facilitates the movements of non-EU nationals and stateless people to the external borders or to a member state. This being done with the aim, and this is very important, of destabilizing the EU or member states, and where such actions are liable to put at risk essential functions of a member state, including the maintenance of law and order or safeguards of its national security. I highlight this very much because, of course, there are a lot of concerns that NGOs who are doing humanitarian work can be also targeted here, which is, of course, not the case. Member states facing such type of situations may derogate from certain responsibility-related rules provided for in the new legislation, to which I will come in a minute. They can extend the time limit to register applications from 7 days to 4 weeks. The border procedure can also be extended in such situations from 12 to 18 weeks. And there is also an extended time limit for determining which member state is responsible for the asylum request, for processing the asylum request. But this is only in case of mass arrivals or force majeure situations. There are derogations to the application of the border procedure and the extension of the scope of the border procedure depending on the situation. The crisis regulation also has a robust mechanism in place to ensure that fundamental rights are upheld. The regulation must always be implemented in full compliance with the Charter of Fundamental Rights. This includes always ensuring that the right to asylum is respected. The necessary safeguards are also foreseen in this legislation. And member states must always respect fundamental rights. Priority should be given to applications from minors and family members and from people with special procedural needs or special reception needs. And applications that are likely to be well-funded may also prioritized. And in these situations, and only in exceptional circumstances and for the shortest possible time necessary, enhanced solidarity and support measures can also be provided in all the forms that are anyway provided for in the pact, so relocations, financial contribution. Désolé, Nick, est-ce que vous pourrez conclure, s'il vous plaît? Ça fait 20 minutes. Vous pourrez conclure, s'il vous plaît? Yes. So the pact also foresees, of course, additional guarantees for people's rights and a permanent solidarity framework, which can take in the form of various forms, relocations, financial solidarity, and other type of operational solidarity. I will ask you to go to the last slide, the next steps.
So the Commission is currently working on a common implementation plan that would give guidance to the member states on implementing the pact. And on that basis, the member states will have to prepare national implementation plans. You certainly know that the pact legislation will only fully enter into application in 2 years' time, and all these plans are there to create a basis for proper preparation by the member states to identify needs and gaps assessments. Throughout this period, the Commission will have a continued dialogue with NGOs and civil society, and there will be several opportunities for this. The Commission will carry out country visits to all the member states to help and discuss their preparations. And in these country visits, we will meet with civil society organizations to the extent possible. Also, a next opportunity will be the European Migration Forum in November, and also the consultative forum of the European Asylum Agency. Thank you very much. Merci infiniment, Madame Chontos, et désolé de vous avoir interrompu. Il faut bien qu'on laisse un peu de temps pour les autres intervenants et pour notre discussion générale. Donc, je vais donner maintenant la parole à Madame Maria Cristina Urbano, qui est chargée de mission sur l'immigration à la Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement, la DGNIR, à la Commission européenne. À vous, Madame, pour, j'espère, une dizaine de minutes. Thank you very much, Mr. Al-Yazami, and thanks everyone for joining us today. Big thanks also to Christina for having organized this webinar, this very actual topic of discussion with the adoption of the pact, and many thanks to Eniko, who has actually set up the scene. As she mentioned, the pact has established a legal framework for the European Union. However, this will continue to be complemented with an external dimension of EU migration policy, which will continue alongside what has been done so far in the last years, both under the EUTF, with the EU Trust Fund for Africa, the Madad Fund for the Syria crisis, but now also under the Indiki Global Europe instrument. Of course, as Eniko was mentioning, the purpose of the pact is to work together also with the member states, international organizations, and all the relevant stakeholders in addressing the challenges that Dries was mentioning from the very beginning. So on the one hand, of course, we have increasing departure and arrival to the EU, but we are facing also a different phenomenon on migration. So people that want to remain mobile and want to actually enjoy also the effect of globalization also in terms of labor market opportunity. From our side, from DGNIR side, and my unit actually deals with transversally on aspects related to migration and forced displacement within our directorate, is to actually drive a comprehensive and right-based migration governance in partner countries, and also try to foster resilience for challenges that are related to migration and forced displacement across all areas of migration policy. So starting from protection, but also related to strengthening the capacity of partner countries when it comes to border management, anti-smuggling, fight against trafficking in human beings, enhancing possibility for return and reintegration of people that are not eligible to the EU, to stay in the EU, but also in terms of people that are not eligible to stay in partner countries. And finally, also in terms of enhancing and providing alternative pathways, legal pathways, both for mobility and protection. And our action is actually developed in line with the 4 EU action plans that have been adopted in the past 4 years, that have been adopted for the 4 main routes to the EU, meaning the Central Mediterranean route, the Western Atlantic Mediterranean route, the action plan for the Western Balkan route, and finally for the Eastern Mediterranean route. As DGNIR, we actually extend our action
throughout all the countries of the neighborhood, so both in the east and in the south, but also when it comes to enlargement countries, so mainly country in the Western Balkan, but most recently also in the east. For instance, I'm going to give you a bit of an example of what our action has been so far. For instance, as a consequence to Russia's war of aggression against Ukraine, we have been supporting EU response to the crisis, for instance, providing protection assistance to Ukrainian citizens and third country nationals that needed to be transferred from the Republic of Moldova to member states. So, for instance, over 1,700 people, Ukrainian citizens, were assisted through this program, and over 1,300 people, third country nationals, were safely returned voluntarily to their country of origin through this program. And similarly, we are addressing, and we continue to be committed to address the situation that is related to the Syria crisis in the Middle East. Now it has been 14 years that we have entered in the 14th year of the Syria crisis, and we continue supporting the people of Syria, the refugees in the neighboring countries, so Jordan, Lebanon, but also Turkey. Most recently, the 8th Brussels conference on the future of Syria and the region, I think is shows the commitment of the European Union to continue working in this sense and supporting partner countries and affected population. And on that occasion, the donor community has pledged over 7.5 billion euros for the crisis. So we will, of course, continue working in this direction. Just also to give you an overview, in terms of the Western Balkans, ever since the new multi-annual financial framework has entered into force, over 300 million have been allocated to the region in order to reinforce all areas of migration and their capacity in all areas of migration, as I mentioned before. And in terms of North of Africa, between 2021 and 2023, around 691 million have been allocated along the 4 priorities of our multi-annual program, which are indeed mirroring actually the priorities of the pact: protection, return and reintegration, enhancing capacity of partner countries in migration management, and legal migration and mobility. Just to give you a couple of results of what has been our action in North of Africa, since indeed these new programs have been adopted in terms of return and reintegration since January 2023, which is the date when our program Migrants Protection, Return and Reintegration has kicked off. Over 19,000 people have received protection assistance and have been voluntarily returned to their country of origin. And this is an effort that has been continued ever since the EUTF was in place. You probably are familiar with the EU-IOM joint initiative that actually was working in this policy area beforehand. So we're continuing working with IOM on this across the 5 different countries in North of Africa. And I think another relevant example that can be made, and I want to relink myself to what Mr. Al-Yazami was mentioning at the beginning, relates to the TAM program, which you might be familiar with. TAM stands for Towards an Holistic Approach to Migration and Mobility, and it's actually one of the biggest programs that we have in North of Africa in terms of legal migration and mobility, which is currently supporting the implementation of the talent partnership, notably with Morocco, Tunisia, and Egypt, under the lead of DG Home, actually, but we are completely contributing to that through our programming efforts. So the idea of the TAM program is, on the one hand, to strengthen migration governance, and also here we work with international organizations and with local authorities in order to do so, and on the other hand, to set up mobility schemes with the member states of the European Union, but of course also with the nationals of these partner countries, in light of, on the one hand, the request of the partner countries, then the needs and the needs of both markets. So the idea is indeed to have a mutually beneficial partnership.
And at the moment, the member states that are involved through TAM are 4, and it's Germany, Belgium, France, and most recently Italy. Indeed, the last phase of TAM foresees an increase of number of mobilities from Tunisia and Morocco towards Italy. So around 2,000 mobility from Tunisia to Italy, and around 500 mobilities from Morocco to Italy. And this is going to be implemented in the next 3 years. And another aspect that I think is very relevant is not only linked to the people that are going to move or that are moving, but also the role of diaspora. The role of diaspora, where that in many cases it's even more important in some partner countries than development assistance or even foreign direct investment. So the role of diaspora as a transfer of knowledge and skills also for the development of partner countries is absolutely I mean, it goes without saying. It doesn't raise doubts. So we have been working through our programs also to support diaspora projects and enhance their entrepreneurship in member states. So for instance, we have been carrying out this project called Meet Africa that had the aim of ensuring that diaspora entrepreneurs, and in this case both men and women, so it's very important also to consider indeed these changes in the migration environment. So entrepreneurs, both men and women, the idea was for them to have the necessary knowledge and experience to propose business projects and start them in a complementary way with the local initiatives. Thanks to this project, there was also a Euro-African platform that was set up that basically had the aim of identifying and classifying the offers of services that were accessible to diaspora. And I'm very pleased to say that through 2 calls of proposals, around 140 projects were selected, and in this way entrepreneurs receive support for starting up their actual business through services and resources. So I don't want to abuse too much about the time that has been allocated, but it was just to give a couple of examples of what has been done so far and what we will continue doing also across the rest of the duration of the multi-annual financial framework, across all different priorities of the pact, trying to maintain a constructive dialogue with partner countries, and also like in the framework of the comprehensive partnership that have been set up. And of course, we have been in touch with civil society organizations, and we welcome these opportunities also for the future. Thank you. Merci, Madame Urbano. Je voudrais vraiment insister sur l'importance de ce que vous venez de dire concernant le rôle des diasporas. L'Europe aujourd'hui abrite des millions et des millions de citoyens européens, mais qui sont en même temps originaires des pays riverains, des pays du voisinage sud de l'Europe. Et c'est euro-marocains, euro-tunisiens, euro-algériens, euro-égyptiens, etc., peuvent jouer un rôle essentiel en donnant une autre alternative que celle parfois dont on entend trop souvent parler dans la presse. On y reviendra, j'espère, dans la discussion. Sans plus tarder, je donne la parole à Sarah Prestiani, qui est chargée du plaidoyer au réseau d'ONG de la région Euromed Droit. Madame Prestiani, à vous. Merci beaucoup, Driss. Merci et bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Driss, donc, je représente le réseau Euromed qui est composé par 70 organisations dans les 2 rives de la Méditerranée et qui œuvrent pour la défense des droits humains. Nous avons été engagés dans les derniers 3 ans avec un plaidoyer très actif autour de toute la phase de négociation du pacte, avec beaucoup d'analyses, avec aussi beaucoup des documents qui ont permis de dialoguer avec l'institution et pour avancer un certain critique sur les propositions qui étaient en train d'être discutées. Je pense que la société civile aujourd'hui a un rôle central, à la fois, si je pense aux États membres, aux associations nationales,
d'essayer, dans le cadre d'implémentation des États membres des propositions législatives du pacte, de faire un vrai monitorage, que cette mise en œuvre des propositions du pacte n'aille pas à empirer la situation sur le terrain et qu'elle soit dans l'optique des respect des droits fondamentaux. Mais aussi par la suite de monitorer ce qui se passe sur le terrain. Je pense que ça, c'est le rôle actif de la société civile. Et peut-être sur ces éléments-là, je vais commencer avec effectivement ce qui était ici nommé par tous les deux intervenants qui m'ont précédé, sur la question du mécanisme de monitorage. Effectivement, c'est un élément important qui était introduit. Nous avons souhaité plutôt que cela soit appliqué à toute la procédure des frontières. Elle est aujourd'hui concentrée principalement sur la procédure des screenings, qui est en toute partie de la procédure des frontières. Pourquoi on aurait voulu qu'elle soit appliquée toute la procédure des frontières? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est la mise en œuvre presque systématique par certains États des procédures de refoulement. Donc, en systématique violation du principe de non-refoulement, notamment, je pense à Chypre, avec des refoulements vers le Liban et en chaîne avec la Syrie, vers la Syrie, et ensuite la Grèce et la Turquie. Donc, voilà, les mécanismes de monitorage est fondamental pour éviter qu'il y a ces procédures de refoulement. Et le rôle de la société civile doit être central afin que ces mécanismes de monitorage soient vraiment indépendants. On l'a vu dans certains États membres, elle est mis en place, mais de façon pas si indépendante que ça. Donc, il est important vraiment un rôle d'indépendance à ces mécanismes de monitorage et un rôle très important à jouer de la société civile. Donc, je suis contente qu'elle a été aussi citée par la représentante de la Commission, par DG Home, le rôle de la société civile dans ces mécanismes de monitorage. Ensuite, il est important, et là je pense surtout à cette synergie avec les associations et la société civile de la rive sud de la Méditerranée, de faire un travail important autour d'un concept qui était introduit par les pactes, c'est-à-dire la constitution d'une liste des pays tiers sûrs. Or, nous considérons assez problématique les concepts des pays sûrs d'origine, pays tiers sûrs, parce que cela doit être basé sur l'analyse individuelle de la situation. Je sais que dans les concepts des pays tiers sûrs, il y a aussi un avis par les sollicitants d'asile sur sa condition dans les pays d'origine, mais il y a des éléments trop vagues. Et c'est là le rôle de la société civile qu'il faut qu'il y ait un rôle central dans, par exemple, une certaine interprétation des termes tels que la connexion avec les pays de transit ou encore les risques dans les pays de transit. Pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que nous sommes face aujourd'hui à des situations dramatiques dans certains pays de transit. J'en cite deux. Je pense notamment à la situation des migrants subsahariens aujourd'hui en Tunisie, notamment suite au discours de la haine et aux violences qu'ils ont subies les migrants, qui continuent à subir aujourd'hui en Tunisie les migrants subsahariens avec des déplacements forcés aux frontières avec la Libye et l'Algérie. Je pense notamment aux conditions des réfugiés soudanais sans aucune protection en Égypte. Et je pense encore à la condition des réfugiés syriens au Liban et aussi en Turquie. Donc voilà, ces concepts doivent être vraiment monitorés de près pour qu'on évite d'avoir des pays qui violent les droits des migrants et réfugiés systématiquement dans cette liste des pays tiers sûrs. Je le dis aussi parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est certains États membres, notamment l'Italie, qui, dans la liste des pays d'origine sûre, vient intégrer l'Égypte. Ou encore l'Italie qui a maintenu la Tunisie dans la liste des pays d'origine sûre. Donc voilà, on sait les risques d'instrumentalisation de ces listes et c'est là que la société civile des pays de la rive sud peut jouer un rôle important pour apporter tous les éléments justement dans le sens d'éviter que ces pays soient intégrés dans cette liste. Ensuite, dans ce concept aussi, on introduit un autre élément qu'il faut garder de près, l'idée qu'il peut y avoir des zones safe, donc sûres, à l'intérieur des pays. Ça nous fait écho avec un débat qu'on a beaucoup entendu récemment avec des États membres qui ont essayé de considérer certaines zones de la Syrie telles que sûres. Or, la Syrie n'est pas sûre. Il n'y a aucune condition pour le retour des Syriens en Syrie. Nous sommes ravis d'ailleurs d'avoir entendu cette phrase à la conférence de la Syrie qui vient d'être citée par la représentante des DG NIR. Donc, il faut garder en cohérence entre cette politique étrangère
où clairement la Syrie n'est pas un pays sûr, avec cette tentative de considérer certaines zones telles qu'elles sont en tant que sûres. Ensuite, il y a beaucoup de mesures, donc je vais citer là où la société civile peut jouer un rôle. La question de la solidarité, bien sûr, très importante, elle est obligatoire avec la perspective de relocalisation parmi les États membres. Mais on voit aussi l'option par ces États membres de choisir l'option du financement en forme de solidarité, un financement à l'intérieur des États membres, mais aussi à l'extérieur. Certes, sous les fonds AMIF, mais au vu du contexte, je ne le répète pas, qu'on voit aujourd'hui en Tunisie, qu'on voit aujourd'hui en Égypte, etc., il faut vraiment veiller à que la solidarité ne se transforme pas en appui à des situations de violation des droits à les frontières extérieures de l'Europe, notamment dans des pays qui aujourd'hui violent les droits fondamentaux des migrants réfugiés. La même chose, il faut veiller, et ça je pense que c'est un rôle de la société civile, à que la procédure accélérée d'asile n'amène pas bien sûr à des situations telles que Moria, et je pense que c'est dans cette optique qui a été fait, mais aussi que ce ne soit pas une excuse pour ne pas prendre en considération les temps nécessaires pour la demande d'asile. Nous avons vu et nous voyons, et ceux qui travaillent sur le terrain voient les situations dans lesquelles il arrive, les migrants, notamment, je pense en Grèce, en Italie, après avoir traversé des situations dramatiques, avoir risqué leur vie en mer. Donc, il faut un temps nécessaire pour ces pratiques d'asile, il faut tous les garanties fondamentales. Donc, je pense que c'est vraiment, il faut, dans ce cadre d'implémentation, la prise en compte de ces vulnérabilités. Je sais qu'il y a des mesures, des sauvegardes dans ça, mais c'est dans l'application que cela est nécessaire aussi. Il faut aussi éviter tout recours à la détention. Nous avons, alors moi je travaille depuis 20 ans sur la question de la migration et tous ceux qui travaillent sur cette question-là savent comment c'est dans les lieux d'enfermement où il y a une augmentation exponentielle des violations des droits fondamentaux. On voit aussi des situations extrêmes qui ont porté à des situations de suicide, certains migrants dans les centres de détention, même récemment. Donc les recours à la détention, il doit être vraiment au minima, voire pas du tout. Il faut pousser pour des alternatives. Il est important de les rappeler parce qu'il peut y avoir une ambiguïté sur l'utilisation de la détention de la part de certains États membres. À niveau aussi des monitorages, je pense qu'il est important que le rôle de la société civile soit fondamental dans éviter que les États membres, dans les processus d'implémentation, contournent leurs responsabilités et obligations et proposent des modèles tels que l'Italie propose avec l'accord avec l'Albanie, c'est-à-dire l'extraterritorialité du screening et de la procédure de retour. Nous a semblé, vu les timings au même temps que la négociation du pacte, que l'Italie, avec cette mesure, essayait d'éviter les faits que voilà, il fallait mettre en place toute une série de nouveaux centres sur son territoire et donc les faire à l'extérieur. Autre qui est problématique à niveau économique et politique, elle est aussi problématique en termes de garantie des droits fondamentaux. Surtout, voilà, l'accès à la justice dans ces lieux, à l'extérieur du territoire européen, bien que concrètement dans les territoires européens. Je cite là aussi un autre élément qui est intégré dans les pactes, qu'il faut vraiment veiller de près, c'est le concept des fonctions juridiques de non-entrée qui est intégré avec les principes du screening. Là aussi, il est important de veiller à que toutes les garanties fondamentales dans ces espaces soient respectées. Je sais et je pense, voilà, je vais terminer par cela parce que je crois qu'il est important de discuter. Je vais justement citer un autre élément, c'était dit à plusieurs reprises, les pactes va et procède en même temps que la dimension externe. Et là aussi, je fais un appel à que cette dimension externe ne soit pas à la fois un mécanisme qui renforce les renvois vers des pays qui violent les droits fondamentaux, mais qui ne soit pas non plus aussi une façon de légitimer des dérives autoritaires qui malheureusement se multiplient autour du bassin méditerranéen. Et je termine par là. Merci. Merci Sarah. Merci d'avoir rappelé que plusieurs enjeux qui vont se poser durant cette période. Comme Madame Santos l'a rappelé en fin de son intervention, il y a plusieurs étapes dans la mise en œuvre et qui en principe doivent permettre un dialogue avec la société civile, plusieurs moments de consultation, et j'espère que tous ces moments seront exploités au mieux, utilisés au mieux et par la Commission et par la société civile de la région pour renforcer le débat et l'échange. Nous allons donc commencer notre discussion. Vous pouvez demander la parole ou écrire vos questions
et vos interventions dans le chat qui est disponible. Alors, quelles sont les mains qui se lèvent? Bon, on va commencer par Iman Moutaoui, si j'ai bien compris. Voilà, non? Non, c'est pas ça. Hi. I'm sorry, just give me a minute. Oui. Sure. Oui, Hi. je vous en Should I prie. speak in Arabic or in English? Comme vous voulez, as you want. Okay. Yeah, thank you. I'm Iman Mutawa. I'm a program manager of Syria Al-Ghad organization. Yeah, and we are working with we are a local NGOs who are working with refugees and migrants in Syria, from Syria and Sudan and other nationalities south of Sudan and other nationalities from North African, Arab countries, and recently also Palestinians, some of the displaced Palestinians. And we are working, we are providing services related to protection, legal consultations, and also we are providing services related to the medical sectors, education, and we can see that the general situations, we are working in Cairo and Greater Cairo in Egypt, and we can see that the current situation of refugee and migrants are changing, and not in a very favor of the refugees and migrants because of the increase of the current crisis regarding different type of refugee and migrants, and the increased flow of Sudanese to Egypt, and in the same time the displacement of other refugees into Egypt, and that was characterized within the current situation, the economic situation that Egypt is facing right now. The situation in Egypt in general for the refugee is considered more favorable than other surrounding countries, especially to certain categories of refugees, depending on their nationalities. Like the situation, the legal situation of the Sudanese different than the legal situation of Syrians inside Egypt. So before the recent event of Sudan, and the Sudanese were considered in Egypt as treated as Egyptian. They didn't need to do a lot of visas or entries or employment work, but currently the situations is changing towards more requirements. Yeah. While the situation with the Syrians is also recently are changing, where a lot of services start to be unavailable for Syrians.
which was different when the Syrians arrived firstly into Egypt. So recently we knew that, for example, regarding education, it's become difficult for Syrian. It's not anymore acceptable for Syrian, for example, to register in public school in Egypt, and now they are only allowed to register in private school. And Excusez-moi de a vous lot of the interrompre. people that registers with the UNHCR, we have like a lot of numbers of people registered, and there's also other people are not registered. While all of this happening, the services usually that provided, that provided by the government or the support organization. Madame Mokawi, excusez-moi de vous interrompre. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, mais il faut revenir au sujet du pacte. Bien évidemment que la situation des réfugiés dans de très nombreux pays de la région est catastrophique. Et l'idée, c'est de voir le lien avec le pacte sur l'asile et l'immigration qui est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Et il nous reste 25 minutes pour discuter et donner la parole au maximum de collègues. Je suis désolé, vraiment. No worries, I'm sorry. I just wanted to give like an overview, but yeah, sure. Yeah. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres participants et vous pouvez bien évidemment aussi intervenir par le chat. C'est toi, c'est le... Bonjour, moi c'est le président de l'association Maroc Solidaire. Hein? Gauthier Kanga. Gauthier Kanga, Monsieur Gauthier Kanga, qui intervient du Maroc, si j'ai bien compris. Il faut qu'il lève la main, en fait, parce que sinon on ne les voit pas en haut. Ah, lève-la. Il y a Nadia aussi. Bon, en attendant, Nadia Khrouz, est-ce que vous pouvez intervenir, s'il vous plaît? Oui, moi, ça va être assez rapide, mais merci beaucoup pour l'organisation de cet atelier de concertation. Et comme on est justement dans un atelier de concertation, on soit impliqués aussi des acteurs rattachés aussi à la Commission européenne d'une manière ou d'une autre. Donc, on a parlé régulièrement du rôle de la société civile qui me semble être important et sur l'enjeu de l'autonomie de certains mécanismes et sur l'enjeu de la mise en visibilité de certaines difficultés. Je voulais juste mettre le doigt aussi sur l'importance de l'échange d'informations et de relais aussi au sein des institutions et des organisations qui ont un orteil ou un pied au sein de ces institutions, parce qu'on n'est pas nécessairement, j'entends la Syrie, j'entends l'Égypte, j'entends la Tunisie, dans des contextes où justement, qui sont pas nécessairement très porteurs ou très portés vers le lien avec les acteurs de la société civile de manière assez générale. Donc voilà, je voulais juste lancer un peu entre le rôle de la société civile et la place qu'on donne actuellement à la société civile comme interlocuteur. Je ne suis pas sûre qu'on soit dans un contexte qui soit très positif à ce niveau-là. Et donc, ça implique d'autant plus la mise en réseau, l'échange et le relais que certains puissent apporter à d'autres, et notamment aux associations de migrants, effectivement. Et encore une fois, merci. Merci Nadia Khrouz, qui est chercheur et militante pour les droits des migrants au Maroc. Ibrahim Barghouti, présentez-vous aussi d'un mot rapide, s'il vous plaît, pour les collègues. Tfaddal Ibrahim. Ibrahim, il faut enlever la demande de la parole et intervenir. تفضل. مساء الخير. مساء الخير. شكرا
شكرا لهذه الفرصة المهمة، ولكن أنا أعتقد أن مسألة الهجرة باتت أكثر التصاقا بالجانب السياسي أو بالسياسات الرسمية المعتمدة لدى الدول المستضيفة أو الدول المهاجر منها، وبالتالي علينا أن نولي اهتماما خاصا بمخاطر الهجرة القسرية، مخاطر التطهير العرقي كما يحدث حاليا في فلسطين. وبالتالي ما هي المواد التي يجب أن يتضمنها الميثاق أو أي ائتلاف لمؤسسات المجتمع المدني تعنى بحقوق الإنسان في إطار الهجرة، أن نميز ما بين الهجرة القسرية لشعب كما يحدث حاليا في فلسطين، في غزة على وجه الخصوص وفي الضفة الغربية أيضا، وعما إذا كانت مثل هذه الهجرة تدخل ضمن مفهوم الهجرة الواجب التعامل معها بصيغة فردية تضمن حقوق الأشخاص الذين أو الأفراد الذين يجري تأثيرهم. وبالتالي هاي مسألة مستحدثة في ظل تطور سياسي يدفع لشرعنة أو المشاركة الرسمية الحكومية في تهجير شعب بأكمله من وطنه عنوة وقسرا أو ترغيبا. وبالتالي أنا أعتقد أن النموذج الفلسطيني يستحق الوقوف أمامه ويستحق معالجته على نحو يضمن حقوق الإنسان، وأول حق من حقوقه هو الانتماء لوطنه، هو المحافظة على حقه في المواطنة. هلا الجانب الآخر المتحدثين الأفاضل تحدثوا عن وجود تشريعات جديدة يجري تطويرها لتسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع قضايا الهجرة والحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين المهاجرين أو للمهاجرين. السؤال المهم في التطبيق العملي، إذا ما تمت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لاعتبارات أمنية أو لاعتبارات سياسية عامة فضفاضة، كما أشارت إحدى المتحدثات الممثلة لمؤسسات المجتمع المدني أن ثمة حوادث انتحار أقدم عليها مهاجرين بسبب توقيفهم الغير شرعي أو توقيفهم على خلاف حكم القانون ولمدة طويلة كعقاب مسبق على هجرتهم. أنا أعتقد أنه النص التشريعي مهم وضروري، و يعني أدعو لتعميم هذا الميثاق على كافة الشركاء ليكون أمامنا فرصة لإبداء الرأي بشأنه. أخيرا أنا أتفق مع توصية زميلي السابق الذي دعا إلى تشكيل شبكة لتبادل المعلومات فيما بيننا في كل ما يتعلق بالهجرة. شكرا لكم. Merci infiniment. Filippo Miraglia. Filippo? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'essaie de mettre les vidéos, mais ça ne marche pas, je ne sais pas. Si, on vous a vu une seconde. Il y a quelqu'un qui m'empêche de... C'est la même chose. Merci et bonjour. C'est seulement pour poser une question à la représentante de la DG Homme qui a parlé. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont prévu une implication de la société civile, des ONG, des associations dans le plan d'implémentation? J'ai compris que le plan d'implémentation va partir ce mois-là, mois de juin, et va se terminer à la fin de l'année. Et donc, ils ont prévu un document de départ, ils ont prévu d'écouter la société civile, ou le plan
d'implémentation va impliquer seulement le gouvernement. Vous avez compris ce que je dis, oui? J'espère. Oui, je crois que c'est clair comme question, Philippe. Si. Alors, il y a une demande de Hassan. Faddal, je t'en prie, Hassan. Bon, vous m'écoutez, monsieur Yazami? Oui, on vous entend. On vous entend. Moi, j'ai deux questions à Sarah Brinciani. Je suis Hassan Ammari, Association d'aide d'immigrants en situation vulnérable basée au Maroc à Oujda. J'ai deux questions. Ma première question, donc, quel est l'impact de ce pacte sur les politiques et les lois des pays membres de l'Union européenne? Et d'une part, quel est son impact sur les accords bilatéraux Nord-Sud et les accords de réadmission avec les pays du Sud? Merci. Merci de ces questions. Gauthier Gamga, qui est, je pense, au Maroc. Gauthier? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Gamga Gauthier, président de l'association AMSA, Association des migrants solidaires d'Afrique. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on vous entend. D'accord, donc c'est une association qui exerce d'une manière informelle depuis plus de 5 ans. Ça fait que 2 ans en fait que nous avons reçu les autorisations des autorités marocaines pour être légales, donc pour passer du statut informel à formel. C'est une association des RPT, ressortissants des pays tiers. Donc le bureau est composé de Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens et Congolais. Donc en fait, on a vu un afflux massif des migrants de toutes parts, de toutes nationalités vers la ville d'Agadir, parce qu'en fait, le Maroc est un pays de transit pour les migrants en fait, qui souhaitent aller en Europe, tels que la Turquie et d'autres pays, la Libye également. Mais disons qu'au niveau du Maroc, le gouvernement marocain essaie de gérer tant bien que mal cette situation avec la stratégie qu'ils ont mis en place, la stratégie nationale de l'immigration et d'asile. Disons que moi, ma question, en fait, elle est posée suite à une table ronde que nous avons participé, organisée par le CEDH, la Commission régionale des droits de l'homme. C'était par rapport, en fait, au pacte, au fait que le pacte, la différence entre le pacte et les conventions qui datent des années 60, je crois. Donc, en fait, le fait que le pacte ne soit pas contraignant, il y a eu beaucoup d'États européens et je peux dire également américains qui l'ont signé, mais cela ne les oblige pas en fait à mettre en application tous les clauses, tous les articles de ce pacte-là, tandis que la convention, si ces États-là les avaient signés, ils pouvaient en fait essayer de mettre en fait tous ces mécanismes pour que la migration soit plus un élément comment je peux dire, un élément de croissance, une force pour les pays, une force pour l'humanité, qu'un frein en fait. Donc c'était mon intervention, ça allait dans le sens où en fait nous avons bénéficié de cette table ronde, nous avons remarqué cette différence entre le pacte et la convention, et c'est pas pourquoi beaucoup de pays jusqu'à présent n'ont pas signé la convention, et là il y en a plusieurs qui sont signataires du pacte. Donc merci, c'était juste par rapport à cela. Mais je crois que la question, c'est la convention dont vous parlez, c'est la convention sur les droits des migrants et de leurs familles. Des travailleurs migrants et leurs familles, effectivement. D'accord. Qui n'est pas signée par les pays du Nord, et qui est signée. Et du Nord, en fait, des pays occidentaux en général, je vais dire même les États-Unis, beaucoup de pays européens ne l'ont pas signé. Oui, absolument. Clara Sanchez. Oui, good afternoon, buenas tardes, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. I'm going to speak in English. I have a very concrete question for both Nico and Maria Cristina from the Commission, because we have seen, I work at the Spanish Commission for Refugees. It's a Spanish NGO. We work since the 80s, and we are concerned about the proliferation of agreements with third countries. And now that DG Home and DG Near
all the funds are going to have a very important role and are going to be sent to third countries that notably do not respect fundamental rights. I wanted to ask if the Commission, given that right now the horizontal enabling conditions of the use of all funds for the respect of human rights are not and making sure that there's not a surveillance mechanism and there are no sanctions in case of non-compliance with the horizontal enabling conditions in the use of EU funds. So I wanted to know if the Commission is planning to make some legislation or make sure that somehow from civil society organizations and journalists, and when there are like a fundamental rights violation, they can be investigated and persecuted against. Thank you very much. Merci infiniment. Donc, nous allons essayer de donner la parole aux trois intervenants pour essayer de réagir aux questions des acteurs de la société civile qui sont intervenus, qui me semble tourne autour de cette phase qui s'ouvre maintenant et qui va être cruciale. C'est-à-dire, il y a une phase de mise en œuvre avec, comme on l'a compris dans l'intervention de Madame Santos, un certain nombre d'étapes, un certain nombre de rendez-vous. Alors, je crois que c'est autour un peu de la place de la société civile, des possibilités d'amélioration, de renforcement du monitoring, de la place de la société civile dans la mise en œuvre. J'en profite pour dire que notre ami Eman Moutaoui, qui est au Caire, signale aussi qu'il y a peu d'études sur les évolutions des politiques migratoires dans les pays du Sud disponibles, et que donc c'est aussi une sorte d'appel à renforcer le suivi, le monitoring des politiques migratoires dans les pays du Sud. Madame Santos, puisque une partie des questions porte sur la dernière partie de votre intervention, est-ce que vous pouvez réagir et un peu nous expliquer encore plus ce que vous avez dit sur les étapes de la mise en œuvre du pacte? Oui, bien sûr, et merci pour ces questions. I will continue in English. Yes, so as I explained, first of all, there was a question of what is the impact of the pact on the member states' legislation. So let me explain this a basic thing. So because of the European Union is a free movement area, for some time it has been implementing asylum processes, asylum systems and migration system in a joint way, since people who enter the external borders can move freely in the European Union. And there have already been EU legislation that established a number of rules on who deals with asylum procedures in the past. And so the pact is not only, but let's say the biggest part of the pact is a number of legislation that is directly applicable in the member states. So it influences the member states' legislation in a very direct and concrete way. And when I speak about the period of implementation, what I mean is that even though the legislation has been adopted and now published, there is a 2 years time period in which all this new legislation will have to be implemented by the member states, because it requires a lot of measures from the member states, ensuring adequate capacities at the borders for screening, for reception, for processing the asylum requests, and for putting the fundamental rights monitoring mechanisms in place, and a lot more than that. So that's why there is some time for all this to happen, and also the European Commission will help the member states to put all these things in place with funds, with EU funds. So in order to help the member states implement all this new legislation, as I explained, the Commission is working on a common implementation plan, which will be presented for the upcoming Justice and Home Affairs Council ministerial meeting in June. So this will be a public document that you will all be able to consult. It
is designed around so-called building blocks. The building blocks are things that I presented today. So on screening or fundamental rights, on border procedures and various aspects of the pact. And we are currently conducting a gaps and needs assessment with the member states. So the DG Home has set up teams for each and every member state so that we understand what are the key challenges in the various member states, where do they need the most of the support. You know very well that frontline member states are dealing with a lot more arrivals than some other member states. This has been always a very, let's say, significant point in the negotiations. So some member states will need more support than others. We also need to understand how member states then in the future can help each other with these various solidarity measures that we discussed. But we are trying to guide them in this process, and these gaps and needs will have to be then put in a document that is called National Implementation Plans, and the member states will have to present these by the end of this year, beginning of next year. Now, we believe that civil society organizations, but also international organizations, can play a very important role in helping all the various member states in assessing their gaps, identifying the needs. So when you see problems, like you mentioned, Sarah mentioned pushbacks and inadequate capacity, inadequate housing, inadequate access to various services, all these will now have to be analyzed and put into these national implementation plans, so that then in the additional 1.5 year remaining before the full implementation of all the legislation, these things can be remedied in the various member states. I also heard question on impact on relations with partner countries, and maybe I will leave this to Maria Cristina, because this is not related really to the legislation. I mean, we have, of course, binding and legally non-binding agreements with various partner countries, but this is a little bit independent from the internal legislative side. So the legislation is really about how EU member states will manage the people that arrive at the border, the procedures, and then and providing adequate services and reception and legal counseling and all the various guarantees. I think there was one question. It was translated into English by a word convention, but if I understood correctly, it refers to the Global Compact. Mr. Gauthier, right? It was on the compact, and what is the difference between the pact and the compact? Did I understand correctly that this was the question? Because Yes, the English. Il me semble que la question portait sur la non-signature par les pays du Nord de la Convention des Nations Unies sur les travailleurs migrants et leurs familles. Il me semble que la question portait là-dessus. Donc, c'est un débat. Gauthier pourra préciser très rapidement s'il veut. Oui, parce qu'en français, peut-être parce que donc j'ai pas compris si c'était la Convention de Genève ou le Global Compact ou. Non, je crois. Il me semble que ça portait sur ça, mais bon, comme vous le savez, c'est un débat très ancien. En fait, c'est parce que nous sommes dans une zone agricole, la zone du Sousmassa ou Agadir. C'est une zone, en fait, il y a beaucoup de travailleurs migrants qui exercent dans l'agriculture et également ceux qui font dans des usines de conditionnement. Donc, par rapport à tous ces travailleurs migrants-là, et également, nous, on fait partie d'un groupe, en fait, d'un réseau qui travaille également sur les différents chemins des travailleurs migrants dans l'agriculture. Donc, par rapport à toutes les difficultés que ces personnes rencontrent, et le fait que certains États ne soient pas signataires de cette convention-là, parce qu'en fait, disons que même, en fait, Monsieur Gauthier, la question portait, est-ce que vous parlez du pacte global sur l'immigration qui a été signé à Marrakech ou sur la Convention des droits des Nations Unies
sur les travailleurs migrants. Il me semble que la question portait là-dessus. Oh, exactement, celle signée à Marrakech, c'est le pacte et qui Oui. est totalement en fait différent ou bien en fait qui est totalement pareil en fait à la convention des années 60, je peux dire, mais qui n'est pas contraignant en fait parce que le pacte il y a eu beaucoup de pays, je crois 191 pays signataires, mais vu que en fait ça concerne le droit des travailleurs migrants et leurs familles. Donc, c'était en fait ma question pour savoir en fait pourquoi beaucoup de pays du Nord ne sont pas signataires en fait de cette convention. D'accord. Très bien. Madame Santos, vous voulez réagir ou je donne la parole à Madame Urbano et à Sarah Prisciani? Je ne sais pas la réponse à cette question, pourquoi certains États membres n'ont pas signé cette convention, mais en fait, tout ce qui est migration légale, il y a des aspects dans le pacte, donc dans le pacte européen sur la migration et l'asile, mais qui ne touchent pas vraiment à... C'est-à-dire que, bien sûr, l'objectif de la Commission est de promouvoir la protection de tous les droits des migrants légaux qui sont présents dans l'Union européenne et que nous essayons de promouvoir aussi la migration légale à travers des partenariats avec certains pays tiers, certains États partenaires, dans le cadre de ce qu'on appelle les talent partnerships et aussi par d'autres moyens. Mais je ne peux pas répondre à cette question concrète, malheureusement. Très bien, merci. Madame Urbano. Can you hear me? Yes. Yes, thank you very much for all the questions. Just in the interest of time, wanted to get back on a couple of questions very briefly. So as Eniko was mentioning, the pact itself, the one that has been adopted, is legislative measures that per se are independent from the external dimension and the relations that the European Union has, the European Commission has with the partner countries. Of course, they are linked in the sense that they are complementary, but there is no immediate interdependence between the two. It's also important to stress that migration is one area of cooperation with partner countries, which is actually based on a wide number of priorities that are mutually established and they are set up in other frameworks for engagement with them, being it association agreement or partnership priorities. It depends from country to country. So just to underline that migration migration cooperation doesn't happen in a vacuum, but it's part of a wider engagement with the partner countries in which we are working jointly also together with HOME and the European External Action Service. And when it comes to country of transit and origin and what we call the whole of route approach, of course also with other DGs, notably DG INTPA that deals with the other countries that are a bit farther away from the European from the EU borders. So just these to start, but then when it comes to concerns related to human rights, of course, all our policies are strongly anchored in the respect of human rights and relevant international instruments. I've already explained what are our priorities, but of course, the human rights angle is mainstreamed throughout the priorities of the pact. And in terms of monitoring, we monitor our programs through several means, including reports from implementing partners, external evaluation, verification missions, and also specific result-oriented monitoring exercises. And of course, we are in touch with our delegations in the partner countries that also monitor periodically the situation in the country and meet also with all the relevant stakeholders depending on what's the situation and the developments on the ground. And of course, the assessments that are made are taken into consideration both in the implementation of our dialogue with the partner countries, but also in the implementation of the actions themselves.
So there are specific safeguards that are related to the implementation of the programs to this extent. Finally, I wanted to thank Iman for sharing with us the situation in Egypt. Just wanted to flag that, of course, we are in touch with the delegation, and from our side, we also have a program that is focusing on enhancing access to basic services, health, education for refugees, while enhancing resilience of host community in Egypt as well. And this has been also recently strengthened financially due to the situation in Sudan and to tackle the needs of Sudanese refugees. So we're monitoring very closely the situation also through this program. Over from my side. Merci, Madame Urbano. Sarah, quelques commentaires? Oui, je reviens sur les concepts du lien entre les pactes et la dimension externe. Je pense que la chose meilleure et plus facile, c'est reprendre les paroles du commissaire Skinas prononcées les jours de la présentation du pacte. La dimension externe est les premiers étages du building, de la structure du bâtiment qui est le pacte. Donc, il y a un lien important, mais l'impact du pacte est principalement de la dimension externe de l'Union européenne. Je ne vais pas reprendre pour répondre à San tous les éléments. Il y a un changement dans tous les volets, que ce soit la gestion de la frontière, la gestion de l'asile, la solidarité, etc. Donc, à niveau de la législation, à niveau des États membres sur l'asile et la migration, il va y avoir beaucoup de changements. Et donc, maintenant, une fois que les textes sont adoptés, c'est la phase de mise en œuvre législative qui prend 2 ans dans tous les processus à niveau des États membres. Et donc, les rôles des sociétés civiles, à la fois dans cette phase de mise en œuvre, mais aussi dans les monitorages par la suite, tel qu'il a toujours fait. Par contre, juste une minute sur les liens avec les accords de réadmission. Il y a un important component référence dans les textes du pacte à la question du retour. Et donc, bien sûr, qui dit retour dit accord de réadmission, parce qu'on sait très bien que les accords de réadmission, c'est l'instrument pour de facto procéder au retour. Et donc, les deux choses ne sont pas strictement liées à niveau législatif, mais on imagine que si on veut accélérer ou multiplier, ou en tout cas avoir un nombre, et ça c'était répété en plusieurs occasions, plus haut des retours, cela va signifier aussi une négociation des accords de réadmission. Maintenant, sur la question des pays tiers sûrs, les facts et la réalité des choses nous dit que les États de la rive sud refusent de remettre des migrants en transit dans leur pays. Donc, il faut voir aussi dans la mise en œuvre, et je pense, et sur ça vraiment je termine, que l'exemple de la Turquie, qui était les premiers pays reconnus comme pays tiers sûrs par la Grèce de l'implémentation du U-Turkey Deal, nous démontre bien comment de facto il n'y a pas eu de retour vers la Turquie parce que, voilà, pour plusieurs raisons, mais que la Turquie était considérée par la Grèce un pays tiers sûr, bien qu'on sait très bien les traitements des Afghans et des Syriens sur le territoire. Donc, à voir la suite, mais à nouveau, vraiment, je tiens à préciser qu'il y a un rôle central à jouer de la société civile, à niveau des États membres, à consulter leurs gouvernements nationaux pour être impliqués dans cette phase d'implémentation, à niveau de Bruxelles, sur différentes mesures qui sont décidées comme certaines listes à niveau européen, mais aussi de la rive sud pour porter les témoignages de ce qu'il y a de réalité terrain. Et voilà, c'est que vous êtes en train de faire, on est en train de faire, on va continuer à faire. Mais merci d'abord à tous les participants et aux 3 intervenants. Merci aussi à Christina de Vladimir d'avoir facilité cet échange et cette discussion. J'espère que Madame Chontos pourra partager sa présentation qui a été d'une part qui n'a pas été totalement présentée en raison des délais impartis, mais ça permettrait en même temps de renforcer l'information des participants. Je crois que c'est un élément important dans la discussion qui vont suivre. Je crois que ce qui est important, comme cela vient d'être rappelé, qu'un espace de dialogue et d'échange et de propositions s'ouvre maintenant. Le texte, le pacte a été adopté et donc, quoi qu'il en soit, il faut maintenant essayer autant que possible de participer les uns et les autres activement aux divers moments d'échange et de discussion qui s'ouvrent devant nous. Un an et demi environ d'échanges et de discussions. Il y a deuxièmement aussi de réfléchir sur le lien entre ce pacte et d'autres dispositifs. Je crois qu'on a vu que peut-être le lien entre
la Convention sur le droit des migrants, le pacte de Marrakech, les accords de réadmission, il y a tout un dispositif complexe qu'il faut d'une part essayer de comprendre, de saisir pour pouvoir être aussi efficace que possible pour la protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile et des migrants. J'aimerais, pour conclure, vous remercier encore une fois et vous donner rendez-vous, j'espère, à d'autres occasions d'échanges et de débats très rapidement. Merci infiniment aux trois intervenantes. Merci à la DGNIR et merci à la facilité, aux collègues des ONG d'avoir participé à ce débat. Au revoir. Merci. Merci Je vais beaucoup. partager la Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Au revoir. Attends.